Bienvenue, c'est l'heure de NCI 360 en direct de la nouvelle chaîne ivoirienne, au cœur de ce qui a marqué l'actualité cette semaine. À la une, évidemment, le souvenir de feu Amadou Gon Coulibaly, l'ex-chef du gouvernement, disparu le 8 juillet 2020. Un an après, les Ivoiriens s'en souviennent, singulièrement sa formation politique, le RHDP qui a initié une série d'activités cette semaine. L'actualité, c'est aussi la rencontre entre les deux ex-présidents ivoiriens, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Rencontre hier et aujourd'hui à Daoukro. Enfin, nous évoquerons ces actes de fraude épinglés dans le déroulement de l'examen du baccalauréat 2021. Un acte qui marque la volonté de mettre un terme, on l'espère, à la tricherie qui gangrène notre système éducatif. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau ce soir, Evelyne Deba, qui est journaliste. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Professeur Simplice Dion Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire. André Silver-Conan, journaliste, fondateur d'Ivoire Hebdo. Félix Bonnet, journaliste éditorialiste. Guillaume Bateau, journaliste secrétaire général du SYNAPSI. Enfin, Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. Bonsoir. Evelyne Deba, depuis 2013, on ne vous avait pas vu sur un plateau télé. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'à partir de la semaine prochaine, c'est à vous qu'il reviendra la charge de porter cette émission, de la présenter. Tout à fait, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Tout à fait. Alors, monsieur, comme indiqué, cette semaine a été marquée par le souvenir du rappel à Dieu d'Amadou Gon Coulibaly, n'est-ce pas, Evelyne Deba? Tout à fait, et on commence donc avec cet hommage organisé par sa formation politique également. Donc le 8 juillet a été cette date marquée par une séance de lecture à la mosquée de la Riviera Golf en présence du président de la République, des membres du gouvernement et de sa famille. Ensuite, Pour commémorer le premier anniversaire du décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, RHDP, a organisé une série d'activités, dont cette séance de prière à la mosquée de la Riviera Golf. Tour à tour, des membres de la famille et du gouvernement ont pris la parole pour témoigner sur le Premier ministre défunt. Depuis le 8 juillet 2020, vos marques de soutien et de solidarité multiformes ne nous ont pas fait défaut. Mais surtout vos prières ont accompagné El Had Amadou Gon jusqu'à ce jour. Cette vague de compassion, de solidarité et de recueillement s'est exprimée sur l'étendue du territoire national et même à l'étranger. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en sa qualité de chef de la grande famille Gon Coulibaly et père du défunt, a bien voulu marquer sa présence effective cet après-midi, aux côtés de tous les hommes de Dieu, à cette cérémonie de la plus haute importance. Par ma voix, il voudrait renouveler sa profonde compassion à tout le peuple ivoirien pour la perte cruelle de cet infatigable travailleur, cet homme de valeur, cet homme de devoir, cet homme de mission. Pour rappel, Amadou Gon Coulibaly est décédé le 8 juillet 2020 des suites d'une crise cardiaque. Plusieurs autres cérémonies de commémoration ont émaillé ce premier anniversaire de son décès. Voilà, on vient de voir ce sujet, une prière qui a été dite à la grande mosquée de la Riviera Golf en souvenir à Amadou Gon Coulibaly. Messieurs, ce souvenir est toujours profond dans l'esprit des Ivoiriens et évidemment dans l'esprit des militants du RHDP, de la direction du parti notamment. André? Oui, absolument. Le Premier ministre, vous allez m'excuser, hein, je suis un peu... je sors d'une convalescence, ma voix est un peu enrouée. Très bien. Le souvenir du Premier ministre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est encore très vivace dans l'esprit des Ivoiriens. Il reste une personnalité, même morte, qui continue de peser, hein, de compter sur l'échiquier politique. Je pense que c'est la perte du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est énorme, d'autant que je pressentais
qui l'aurait sans doute surpris par sa gouvernance. Voilà. Il était très fondamentalement ancré, je veux dire, il constituait une sorte d'ombre, je veux dire, une sorte d'homme lige, on va dire, du président, au sens pas péjoratif du tout. Mais je pressentais qu'il aurait eu une gouvernance autre que celle du président Alassane Ouattara. On va dire une gouvernance axée davantage sur la réconciliation, alors que le président avait misé sur la reconstruction. C'est une vraie perte. C'est une vraie perte. Monsieur ? Alors, je voudrais dire à Ali que c'est une grosse perte, tout le monde le reconnaît, et un an après, on s'en souvient toujours. Pour revenir un peu sur ce que dit André Sylvain-Conan, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est que Amadou Gon, c'était quelqu'un qui était fidèle à la ligne tracée par le président Alassane Ouattara, dont il ne pouvait pas dévier. Et dire que le président Ouattara n'a pas axé sur la réconciliation, ce n'est pas aussi vrai. Parce qu'on voit les efforts que le président fait depuis son accession à la magistrature suprême pour donc réconcilier les Ivoiriens. D'ailleurs, le dernier acte en date, c'est le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Et donc, voilà. Maintenant, pour revenir à Amadou Gon lui-même, il laisse un héritage. L'héritage, c'est l'exemplarité, la loyauté, la fidélité. Un homme, le ministre de l'Intérieur l'a dit tout à l'heure, un homme de devoir, un homme de mission, un homme de dossier. Donc, c'était un très grand technocrate que l'Afrique paie, que le monde paie, parce que vous vous souvenez qu'à son décès, le drapeau de la Côte d'Ivoire a été mis en berne aux Nations Unies. Donc, pour nous, il restera jamais gravé dans nos cœurs. Et comme je l'avais dit à l'émission Hommage ici, aux grands hommes, la patrie doit être reconnaissante. Et j'avais toujours proposé, je propose encore aujourd'hui, qu'on fasse d'Amadou Gon un héros national, parce qu'il est mort à la tâche. Il venait de finir un conseil des ministres, il revenait d'une convalescence, et il est décédé juste après d'une crise cardiaque. Donc, on doit pouvoir faire de nos enfants valeureux des héros nationaux. Professeur ? C'est un grand-fils de la Côte d'Ivoire qui est parti. Moi, je ne l'ai pas pratiqué personnellement, donc je ne peux pas juger son action politique, peut-être de loin, mais j'ai été directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur pendant 2 ans, et donc j'ai eu à cette occasion à participer à certaines réunions pilotées par le Premier ministre Amadou Gon. Et j'ai eu l'occasion de confirmer, de vérifier que c'était un homme de dossier, un homme assez rigoureux, un technocrate, et comme Sylvain l'a dit, il aurait pu apporter encore mieux à la Côte d'Ivoire. La deuxième chose qui me marque chez le Premier ministre Amadou Gon, c'est sa loyauté. C'est quelque chose qui est revenu dans tous les témoignages. Il a été loyal au chef de l'État. Une loyauté telle qu'on se demandait, mais ça venait d'où ? Mais ce qui est important et que les Ivoiriens doivent retenir, en cette période des réseaux sociaux où on juge tout et où tout le monde est traître, parce que simplement ils prennent la distance par rapport à ce que le mentor fait, Amadou Gon a été fidèle, loyal à son mentor, Alassane Ouattara, qui l'a formé, solidement formé, mais parce que de l'autre côté, la loyauté demande autre chose. De la part de celui envers qui on est loyal, Alassane Ouattara a su donner à Amadou Gon le respect, la considération, l'attention, parfois même la complicité dans leurs rapports. Et je crois que c'est fort de tout ça que cet homme a intégré la nécessité de marcher dans les pas de son leader et d'arriver au sommet où il est arrivé. C'est un homme de valeur qui est parti. Nous sommes à la recherche de valeurs dans ce pays. Et je crois qu'Amadou Gon ne doit pas partir en vain. Il doit pouvoir porter des fruits. D'autres enfants de la Côte d'Ivoire, enfants de valeur, doivent sortir du sein d'Amadou Gon et comprendre que ce pays-là, ce n'est pas seulement que la politique, ce ne sont pas seulement que les injures, mais il y a des gens dans tous les partis politiques et de toute obédience qui peuvent donner quelque chose à leur pays. Et je pense qu'Amadou Gon était de cette trempe-là. C'est peut-être ce que veut incarner l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, sur lequel on reviendra tout à l'heure, Evelyne, après avoir permis à Félix Boni de réagir. Que faut-il dire encore après toutes ces expressions, ces belles expressions, ces mots aussi bien choisis que mes devanciers ont déjà prononcés, parce que en termes de valeurs, tout le monde est unanime. Au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, tous les Ivoiriens ont été unanimes sur la valeur, la technocratie, la haute technocratie, la rage au boulot, l'engagement pour son pays, cet attachement également à sa patrie, cette envie de bien faire, de toujours faire, parce que comme moi j'ai l'habitude de dire, le verbe faire doit toujours se conjuguer avec l'adverbe bien.
Et je crois qu'avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cet adverbe bien, toujours à côté du verbe bien faire. Et on ne peut qu'un an après se souvenir douloureusement de la disparition d'une telle haute personnalité, parce que, comme l'a dit Aristide, le Premier ministre est mort à la tâche, comme un soldat qui meurt au front. Et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire paie une haute personnalité de son rang. Dans l'exercice de ses fonctions. Et on a vu comment ce monsieur, malgré son état, voulait encore continuer sa mission pour son pays. Et quand on meurt à la tâche de cette façon-là, on meurt effectivement en héros. Et Amadou Gon est parti en héros. Et un an après, on ne peut que se souvenir de son héroïsme et que son exemple, son modèle, comme tu l'as dit tantôt pour l'Institut, puisse servir et qu'il y ait assez d'Ivoiriens qui se comportent comme Amadou Gon pour le thème de loyauté, pour la rage au boulot, pour la rigueur, la technocratie. Je crois qu'après Amadou Gon, il devrait naître encore beaucoup d'Amadou Gon. En tout cas, moi, j'invite beaucoup d'Ivoiriens qui sont encore des bras cassés au service de leur pays à retrousser les manches comme ce monsieur l'a fait jusqu'à son dernier jour, jusqu'à son dernier souffle. Voilà. Diong Bato, quand on est leader de parti politique, quelle que soit l'obédience, on aimerait avoir un Amadou Gon Coulibaly dans son écurie. Absolument. Moi, ce que je veux retenir, c'est surtout le militant. Dans un pays, quelqu'un l'a dit un peu, où il y a une crise de valeur, il y a une crise de l'engagement, je crois que ce que moi je retiens surtout du Premier ministre Amadou Gon, c'est le militant qui s'est engagé et qui a cru en ses convictions. N'oubliez pas quand même que Amadou Gon était de l'aristocratie ivoirienne, je veux dire, la famille Fouet-Boigny, et qui a décidé de suivre le président Ouattara à partir de 1994 dans l'opposition au PDCI auquel tous appartenaient. Donc, sur la base d'un certain nombre de valeurs auxquelles ces premiers pionniers croyaient, et on l'a vu, malgré la perte de ses statuts d'ancien directeur général du BNED, d'ancien conseiller à la primature, construit un parcours avec les populations de Korogo, parce qu'on l'oublie souvent, il a quand même été d'abord député, puis maire de Korogo, par la suite président du conseil général, à la suite, non pas conseil général, député maire, surtout, dans une période qui n'était pas facile. Entre 1994 et le coup d'État de 1999, et même après. Donc, c'est cet aspect que moi, je veux retenir de cet ancien aristocrate qui a décidé d'aller mouiller le maillot et de revenir au sommet. Et dans ces conditions, on ne peut être que malheureux que ce soit quasiment une symphonie inachevée. On aurait aimé voir aboutir cette personnalité-là, le voir à la tâche. Il y a un débat entre mes amis André Sylvain et Aristide sur ce qu'aurait été sa gouvernance. Je pense qu'à la différence du président Ouattara, quand même, le Premier ministre Amadou Gon avait un ancrage plus populaire, je veux dire un ancrage de proximité, de par son parcours familial, de par son ancrage à Korogo, ce qui n'est pas tout à fait le cas du président Ouattara, qui reste avant tout, c'est vrai un homme politique, mais avant tout un technocrate, contrairement au Premier ministre Amadou Gon, qui, le fait qu'il a peut-être une grande famille, et comme je l'ai dit, il a été élu local pendant plusieurs années, connaissait la réalité d'un certain nombre de nos régions, connaissait la réalité d'un certain nombre de nos villes. Je pense qu'il aurait été plus, entre guillemets, plus proche en termes de relations humaines avec les uns et les autres que le président Ouattara, qui est un grand technocrate et qui a passé toute sa carrière dans les institutions financières et qui, parfois, on peut le considérer un peu comme froid vis-à-vis de nos réalités ivoiriennes. Entre autres actes pour immortaliser justement la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, il y a cet institut de formation politique éponyme. Evelyne Deba, le lancement a eu lieu cette semaine. Exactement. Comme les invités viennent de le dire, Amadou Gon Coulibaly donc, est un homme de valeur. Et il est important que ces valeurs soient pérennisées. Donc l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a ouvert ses portes ce vendredi en présence de plusieurs membres du gouvernement. Et sa mission, former des élites. C'est un temps reportage de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissidou. Coupure de ruban, visite des locaux et un panel porté sur les valeurs du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont été les axes forts qui ont marqué la cérémonie d'inauguration de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, sise aux Deux Plateaux. Le ministre Alain Richard Donvayi, qui représente ici le Premier ministre, a dit sa satisfaction.
Cet institut vient à point nommé pour que nos jeunes générations soient formées politiquement, formées de la bonne manière et surtout pour que cet idéal que Amadou Gon a voulu laisser et léguer puisse se perpétrer avec les jeunes générations. Le président de conseil d'administration, un des disciples d'Amadou Gon Coulibaly, qui a œuvré à la mise en œuvre de cet institut, indique les conditions d'accès aux cours. Il y a des critères qui sont définis, avoir au moins le bac, avoir cette volonté donc de s'engager, une lettre de motivation du jeune qui explique pourquoi il veut cette formation et qu'est-ce qu'il veut faire. Dès l'année prochaine, nous aurons 2 fois 200 jeunes qui seront sélectionnés donc pour des formations donc de 6 mois. Avec 3 niveaux de formation, une initiation qui part donc sur les notions de base, sur les différentes doctrines, idéologies. Et ensuite, nous avons un second niveau de perfectionnement qui permettra donc aux jeunes d'avoir donc des modules plus approfondis, les techniques de débat, les grands enjeux économiques ou sociaux donc dans le monde. Gérer une organisation de la société civile ou un parti politique, comment gérer même une réunion, comment faire un plaidoyer. Pour mener à bien ses missions, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a signé des conventions de partenariat avec l'Internationale libérale, la Fondation Friedrich Naumann, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et l'organisation Leaders pour la paix. L'Institut comprend un conseil d'administration composé de 9 membres, un conseil d'orientation scientifique et une direction en charge de la gestion et de l'administration. Alors, ce qui est bien, c'est que ce centre vient véritablement à point nommé. Est-ce qu'on pense que la jeunesse ivoirienne est intéressée par une telle formation politique? Oui, Félix. Moi, mon point de vue sur cet institut, en écoutant son président du conseil d'administration, je me demande bien, est-ce que ce n'est pas un peu trop vite allé en besogne? Est-ce que ce n'est pas dans l'euphorie? Parce que pourquoi? Quand une personnalité de la trempe d'Amadou Gon Coulibaly meurt, qu'on veut créer un institut de ce niveau-là, il faut prendre le temps de mûrir les concepts et les modules qu'on veut enseigner dans cet institut. Il faut prendre le temps de dégager les valeurs qui découlent de cette haute personnalité. Je dirais par exemple, quand on parle de l'oufouettisme, l'oufouettisme doit reposer sur un certain nombre de paradigmes, de valeurs, et Amadou Gon doit également représenter, c'est-à-dire cet institut doit représenter un certain nombre de paradigmes, de valeurs qu'on doit déceler de la personnalité d'Amadou Gon Coulibaly. Et je crois que les premiers instants devraient être des instants de réflexion pour essayer de dégager toutes ces valeurs-là, pour les inscrire comme des modules qu'on va enseigner. Parce que quand j'écoute le PCA, qu'il donne un certain nombre d'axes par rapport à ce qui va être fait là-bas, est-ce que c'est la prise de parole en public, tous ces éléments, ce sont des éléments qui sont d'égoïsme entre griffes. Donc pour moi, il fallait attendre, prendre le temps de la réflexion et puis mettre sur pied cet institut qui va enseigner les valeurs d'Amadou Gon Coulibaly, quitte à ajouter d'autres éléments qui sont des éléments transversaux qu'on peut enseigner partout dans toute forme d'institut. Guillaume? Oui, je pense que, contrairement à Félix, je crois que ce genre en vérité, il faut comprendre l'institut comme une plateforme qui est proposée à ceux que ça intéresse. Je veux dire, le ministre Tourumadou a parlé des jeunes, mais il peut y avoir aussi des moins jeunes qui veulent approfondir leurs connaissances. Je ne crois pas que ce soit un cadre pour apprendre la biographie du premier ministre Amadou Gon ou je ne sais pas. Mais c'est un institut. Et on a vu qu'il y a des partenariats qui sont faits avec des structures qui ont déjà l'expérience. On sait que le premier ministre Amadou Gon est d'obédience libérale. Donc, il a dit les fondamentaux sur les doctrines, tout ce qui est les enjeux. Mais aussi, ceux qui vont être là-bas vont apprendre aussi d'autres réalités. Ils ne vont pas forcément pour apprendre du matin au soir qui était Amadou Gon, où il est né, qu'est-ce qu'il est devenu. Et ça se ferait en une journée. Je pense que 1 an, et moi je pourrais vraiment saluer l'initiative. Il faut vraiment que nos partis politiques, nos organisations de la société civile créent des cadres de formation. Parce que tout le débat que nous avons souvent, c'est aussi un débat de manque de formation, un débat de manque d'orientation, un débat qui fait que les gens se retrouvent juste dans les partis politiques parce qu'ils sont de la même région, ou parce qu'ils sont de la même ethnie, ou parce qu'ils sont
ont des relations familiales. Est-ce que ça dit que la classe politique actuelle manque de formation? Non, pas la classe. Nos aînés, quand on prend la génération qui est en train de sortir et que nous appelons rapidement un parti qui est là, elle a bénéficié de beaucoup de formations. Ce n'est pas le cas des plus jeunes. Ce n'est pas le cas des plus jeunes. Pour revenir à la question d'Evelyne, vous estimez que beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas la formation requise? Oui, je veux dire, en tout cas, beaucoup, ceux qu'on a vus ici qui s'en remettaient à Dieu pour voter pour leur candidat, bon, ils ont quelques soucis. Voilà. Parce que quand on a les prérequis, il y a des choses qu'on ne fait pas. La question de la violence, par exemple, dans notre système politique, la question du clientélisme, la question du tribalisme, ce sont des questions qui persistent parce que, malheureusement, une bonne partie des acteurs n'ont pas la formation requise. André? Oui, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on parle de cet institut-là. L'idée avait été déjà émise il y a plusieurs mois. Et il y a eu un leadership, je crois, du ministre Mamadou Touré, qui est le PCA, et qui a abouti à cette ouverture officielle. Je note dans les images qu'il y a un fort accompagnement du parti présidentiel, le RHDP. J'ai cru voir le ministre Adama Bictogo, et le Premier ministre représenté par le ministre Alain Donwaï. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, cet institut, avant même sa création, son annonce a créé des émules. Le PDC a ouvert, a annoncé aussi la création d'un institut. Et il y a une image anecdotique qui est passée, peut-être qu'on n'a pas fait attention. Le professeur Jean-Noël Loukou était là. Il était pressenti pour diriger l'Institut politique du PDCI. Il a décliné l'offre. Après, bon, il y a eu des choses. Pour dire que c'est déjà une bonne chose. Moi, j'aime la formation. Et je suis chaque fois peiné de voir que j'expérimente cela beaucoup, la faillite de l'argumentation. J'expérimente ça personnellement. Des gens viennent vous injurier, ils viennent vous agresser sur les réseaux sociaux par exemple, mais quand vous leur dites argumenter, ils disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas la puissance de l'argumentation. Et notre jeunesse, et d'ailleurs je me réjouis que ce soit porté par le ministre de la Jeunesse, notre jeunesse a besoin de formation. Et la jeunesse politique davantage. Aristide ? Oui, bon, je ne vais pas revenir sur la contradiction. Je veux juste remarquer que, comme a dit André Sivek-Onan, qu'on a un problème, surtout, ce n'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire, c'est les pays africains, généralement, parce qu'on a un problème de lecture. On ne lit pas beaucoup, dont les gens n'ont pas la culture. Or, quand on parle de sciences politiques, il y a donc la culture politique qui va avec. Donc les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre la dimension cognitive, c'est-à-dire que connaître le champ politique, la dimension affective, tu aimes qui tu veux, et la dimension évaluative, tu évalues le projet de société pour mettre le bulletin dans l'urne. Et André Sivek-Onan fait bien de soulever les questions. Moi, généralement, quand je vais sur les réseaux sociaux et que j'échange avec les gens, je leur demande utiliser les outils d'analyse. Et je crois que le PCA de cet institut de formation a dit qu'il y aura une matière qui s'appelle l'initiation la formation politique. C'est très important. Ensuite, il y aura une autre formation sur les grands enjeux, sur les grandes théories de la formation politique, de la science politique et de la géopolitique. Parce qu'il y a des auteurs de géopolitique qu'il faut connaître. Donc, je le dis souvent, tout le monde ne peut pas parler de politique. C'est un champ élitiste. C'est un champ de rivalité de pouvoir, mais la rivalité sur quoi? Sur les arguments. Et pour argumenter, comme dit André Sivek-Onan, il faut avoir des prérequis, il faut avoir peut-être fait ses humanités, il faut avoir les outils d'analyse pour pouvoir donc argumenter. Et c'est un souci. Maintenant, ce qu'il a dit aussi, le PCA, qui est très important, c'est qu'on formera des leaders, mais surtout des leaders porteurs de sens. Parce qu'un leader porteur de sens, c'est celui qui génère d'autres leaders. Donc, la mission pour les premiers apprenants, ce sera de partager l'expérience après dans les débats. C'est pour ça qu'il a parlé justement de la prise de parole dans les débats. Donc, il faudrait que les premiers qui passeront dans cet institut soient le relais dans le public et dans la population. On espère que dans 5 ans, on aura quelque chose d'intéressant. On reconnaît tous donc l'importance de cet institut de formation, le besoin au niveau de la jeunesse. Je reviens à ma question. Est-ce que la jeunesse se sent intéressée par ce type de formation ? Oui, moi je vais tout de suite dire oui.
moi qui, modestement, a eu un petit parcours en matière de syndicalisme, j'ai vu que quand les organisations, je vais parler des organisations comme Friedrich Ebert, comme on a parlé de Friedrich Naumann ici, ou comme d'autres, organisent des formations, les jeunes s'y intéressent. Les jeunes s'y intéressent, les jeunes cherchent à comprendre, ils sont très curieux. Contrairement à l'image qu'on a de façon triviale, les jeunes sont intéressés et ils veulent apprendre. Ils veulent apprendre. Donc, ils pensent qu'il est bon que tous ceux qui peuvent offrir des opportunités d'apprentissage réel et sérieux à nos jeunes puissent le faire. Et je dis même aussi aux moins jeunes, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Surtout sur des questions, pour reprendre le mot d'Aristide qui parlait d'un domaine élitiste, où les enjeux aujourd'hui sont assez importants pour un pays comme le nôtre, pour ne pas que les gens confondent vitesse et précipitation. C'est très, très important et je suis d'accord, je suis d'avis et je suis convaincu que les jeunes ont besoin. Il n'y a qu'à voir les séminaires, les rencontres qui sont organisées. Ils sont très nombreux, ils restent parfois jusqu'à très tard pour pouvoir savoir quels sont les agencements de différentes interrogations de notre société actuelle. Donc, sur la question de la volonté des jeunes d'apprendre, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Professeur Dion, quand on est enseignant, quand on est professeur de philosophie, évidemment, la formation est très importante. Quand on voit aujourd'hui, André Silver-Kona en parlait, la virulence, c'est vraiment le ton très acerbe des discours sur les réseaux sociaux, alors que pour beaucoup, ils n'ont pas appris la politique. Comment vous jugez l'avènement de cet institut, finalement? Nous saluons tous l'avènement de cet institut. Même si les jeunes ne s'intéressent pas, il faut les y intéresser. Comment? Comment Parce que on les y intéresse, justement? Alors, il faut d'abord qu'on leur explique que, on l'a dit tout à l'heure, tout le monde peut faire de la politique. Mais il y a des outils qu'il faut avoir pour comprendre la politique. Et parfois, on ne comprend pas le fonctionnement de la politique et on pense simplement que c'est une bataille. On entre en politique, il y a des coups bas, des pots de banane, ça s'arrête là. Ceux qui ont fondé la démocratie disent que la démocratie n'est viable que si le citoyen est informé et bien informé pour qu'il puisse choisir en connaissance de cause. Parce que parfois, nous votons, comme on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, sans savoir pourquoi on le fait. De la maison jusqu'à l'urne, le point de vue peut changer tout de suite. Parce qu'il y a un billet de 2000 francs qui est passé par là, ou simplement parce qu'on lui explique, comme il a dit tout à l'heure, qu'ils sont de la même région. Les jeunes, il faut leur expliquer qu'il faut des fondamentaux pour faire la politique. Quand nous faisons nos cours à l'université, surtout en politique, mais les premières questions parfois, c'est qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la politique? D'où vient? Ils ne savent rien de tout ça, mais en même temps, ils veulent savoir. C'est pour ça que comme notre rôle dans les universités, ce n'est pas de faire ce travail-là, c'est de les inciter à s'inscrire justement dans ces instituts pour qu'ils aient les éléments essentiels. C'est pour cela que je voudrais insister sur le fait qu'il est important d'expliquer aux Ivoiriens, je ne sais pas si c'est le cas, que ce n'est pas simplement réservé aux jeunes d'un parti politique. Et que c'est ouvert à tous les jeunes, que c'est un instrument de formation de tous les jeunes Ivoiriens. Si on est d'accord là-dessus, les jeunes viendront. La deuxième chose, c'est la pérennisation d'une telle œuvre. On peut créer l'Institut de formation politique. Et puis 10 ans après, le mécanisme par lequel on a mis en place cet institut peut s'enrouer. Peut-être parce que ceux qui soutiennent financièrement l'institut ne sont plus là, ça va disparaître. Il faut, moi j'exhorte ceux qui sont à l'initiative de cet institut, notamment le ministre Touré, de faire en sorte qu'il y ait un mécanisme pour que dans 20 ans, dans 30 ans, l'Institut de formation politique Amadou Gon fonctionne toujours et que cela puisse servir aux jeunes Ivoiriens parce qu'on a besoin d'être bien formés pour que ce pays aille l'avant. Absolument. Félix Boni? Je réponds en même temps à la question que Evelyne posait. Est-ce que les jeunes s'intéressent? Mais les jeunes doivent s'intéresser. Elle avait posé une première question demandant à Guillaume si notre classe politique n'est pas bien formée. Oui, notre classe politique n'est pas bien formée. Il y a une certaine classe politique qui a été bien formée. Souvenons-nous qu'il y a quelques décennies en arrière, il y avait des écoles politiques. Il y avait une école politique qu'on appelait ici en Côte d'Ivoire le MESI pour le PDCIA, qui a produit tout ce qu'on connaît presque comme ministre d'Oufo-Boigny et après Oufo-Boigny,
Quand vous parlez de Maurice Kakoudji-Kaoué, d'Alphonse Didier Madi, ce sont des gens qui ont été formés dans cette école politique qui a été le MESI. Donc, les jeunes ont intérêt à s'intéresser à ce genre de structure. Et je crois que les partis politiques devraient obliger les jeunes à se formater à travers ces structures-là pour pouvoir gravir les échelons. Envisager des échelons, gravir des échelons dans leur formation politique. Mais les obliger comment? Comment? Les obliger comment? Il faut, si vous n'avez pas l'expérience politique, un certain type de, on peut définir un certain type de critères. Vous ne savez pas ce que c'est la démocratie, vous ne savez pas ce que c'est les rapports d'un politique aux médias. Quand vous avez des jeunes qui pensent que quand des journalistes viennent vous interroger, on peut les agresser dans votre formation politique et que vous êtes leader de jeunesse dans une formation politique, vous ne pouvez pas être leader dans une formation politique si vous n'avez pas ces petites notions. Non, il y a un certain nombre de notions. Je me souviens à l'époque... Alors, dans le prolongement de la question d'Evelyne Deba, est-ce qu'il faut évaluer ces jeunes-là, justement, avant de leur permettre d'atteindre un certain niveau dans la chapelle politique? C'est l'exemple que je suis en train de donner. Je me souviens, dans un parti politique, Guillaume Bateau pourrait éventuellement agrémenter ce que je vais dire. J'espère de ce parti. Expliquez-nous. Faites une révélation. Non, tu distribues la carte de parti. Enfin, Guillaume, on le laisse terminer. Laissez-le aller au bout de sa révélation. Allez-y, Qui devient président de la JFPI. Oui. Je me souviens de ces rencontres à l'hôtel à Sambon ou à un hôtel à Yopougon, où on a soumis les candidats à des épreuves, à une certaine évaluation, pour que Konaté Navigué, qui n'était même pas dans le starting block de celui qui pouvait devenir le président des jeunes, sorte de là pour devenir le président des jeunes du FPI. Moi, à l'époque, j'avais apprécié cette méthode qui a vu l'avènement de Navigué à la tête de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Mais également, cette école du MESI, on a vu comment à l'époque, lorsqu'il y avait le parti unique, bien entendu, le MESI, les élections du MESI, combien dans les écoles, il y avait de la passion dans les écoles pour devenir président du MESI. C'est-à-dire pour devenir président du RHDP ou RHJP ou quoi, en tout cas président des jeunes du RHDP, du PDC, du FPI, tu vas être évalué. Donc pour moi, et pour rejoindre le procès Dion, cet institut, j'espère que ça ne sera pas l'institut dédié à une formation politique. C'est vrai, c'est venu après la mort d'un leader qui appartient à un parti politique, mais je crois que l'État de Côte d'Ivoire peut en faire une structure étatique de sorte à encourager tous les jeunes à aller y apprendre des modules pour pouvoir avoir l'expérience, pour avoir une vie politique plus, j'allais dire, épanouie et nous éviter beaucoup de choses. C'est-à-dire les surprises que des jeunes politiques ou des leaders politiques actuels nous font aujourd'hui. Et on pourrait éviter ces surprises parce que même ceux que nous connaissons, quand je cite les exemples de l'extérieur, je dis revenons à la Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron et tous ces gens ont appris la politique, ont appris à faire la politique pour pouvoir accéder à des niveaux... Et ça se voit tout de suite dans leur discours. Ça se voit tout de suite dans leur discours. Et il faut apprendre à nos jeunes à faire de la politique aussi. Très bien, Aristide. Oui, je voulais revenir sur ce que le professeur Dion a dit et qui est très, très important, acquérir les outils. Pourquoi? Parce que justement, le système francophone il est assez particulier. On souffre des diplomites. Je vais utiliser un néologisme comme ça. Les gens courent après le diplôme. Donc, il ne faut pas que les jeunes aillent dans cet institut juste pour avoir le diplôme. Et quand Guillaume disait que les jeunes, quand il y a des formations, ils y vont, généralement, c'est pour avoir le bout de papier, l'attestation de formation. Alors qu'en réalité... Quand vous allez dans un institut de formation politique, c'est pour acquérir les outils. Il y a des outils d'analyse politique qui existent. En géopolitique, le dernier en date qui est le plus célèbre, c'est Yves Lacoste qui a sorti quelques outils, la diachronie, la diatopie, l'eurogenèse, les représentations. Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle les représentations. C'est-à-dire que la perception que vous avez du champ politique à partir du bord politique où vous êtes. Donc, n'allez pas dans cet institut parce que vous voulez avoir un bout de papier qu'on appelle diplôme. Il faut acquérir les outils. Et je crois que le PCA a été très clair. Quand vous finissez d'être formé, vous allez sur le terrain, confronter les jeunes et échanger et transmettre. C'est surtout transmettre qui est important. Très bien. Et là, on parle beaucoup des jeunes. Et je vais peut-être commencer par André-Sylvain Conon, vu que je voulais prendre la parole. On parle beaucoup des jeunes dans cette formation. Donc, on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais en ce moment, il y a des personnes qui font de la politique qui ne sont pas formées. Donc, finalement, est-ce que l'Institut ne devrait pas s'adresser aussi à... Après, il faut que ces personnes-là se disent qu'elles ne sont pas formées. Et voilà, il faut que nous, on ne peut pas juger de leur formation, surtout que ce sont des gens qui pratiquent déjà la politique. Non, moi, je ne mise pas sur ces personnes-là que je ne connais pas, que je ne connais d'ailleurs pas.
je pense que pour faire beaucoup d'éducation citoyenne, les jeunes ne courent pas forcément après les diplômes. Moi, je suis vraiment engagé dans l'éducation citoyenne, surtout l'éducation aux médias. Au moment où j'annonce une conférence dans une contrée, parce que je fais beaucoup en province, je fais beaucoup à l'intérieur du pays, on retrouve des jeunes qui viennent souvent de très loin pour avoir des rudiments d'éducation aux médias. Et ils savent que là-bas, on ne délivre pas de diplôme. Pour dire qu'ils sont intéressés. Mais, à titre personnel, j'aime la formation. Après, si les autres pensent qu'ils sont déjà des politiques accomplis, bon, mais il ne faut pas être naïf. Hein. Le RHDP, en créant cet institut, est en train de chercher à constituer un vivier de potentiels jeunes sur lesquels ils vont miser durablement par rapport à leur leadership. Voilà, ils vont pas passer tout cela par perte et profit ou ils vont juste former des gens. Non, ils vont recruter parmi ces jeunes. Et c'est d'ailleurs tout à leur honneur. Voilà, parce qu'ils ont besoin de jeunes formés pour faire face à des journalistes aguerris comme Félix Boni. Très bien. Alors, monsieur, on est obligé de passer à un autre sujet dans les instants qui suivent. La dernière question que j'ai envie de vous poser, en fait, c'est une question à double volet. La première, Amadou Gon Coulibaly, 1 an après son décès, quels sont les défis aujourd'hui auxquels sont confrontés sa formation politique, le RHDP? Et puis deuxièmement, vous l'avez un peu abordé, est-ce que justement dans les autres obédiences politiques de l'opposition notamment, certains politiciens ne diraient pas à leurs militants n'allez pas dans cet institut finalement parce que c'est un vivrier, comme le disait tout à l'heure André, du RHDP. Oui, Guillaume. D'abord, sur la dernière question, ce serait une erreur grave de la part de ceux qui déconseilleraient à leurs proches ou à leurs militants de ne pas y aller. Parce que je ne suis pas sûr, en tout cas dans les critères qui ont été évoqués par le ministre sur l'élément que vous avez présenté, il n'a pas été dit qu'il faut présenter une carte du RHDP avant de soumissionner. Donc je dirais que ce serait une erreur. Pour la même raison, je dirais aussi que ce serait une erreur pour quiconque s'abstiendrait. Ceux qui ont envie d'aller apprendre quelque chose, il faut les encourager à y aller. Et je profite pour répondre rapidement à la question qu'elle venait à poser, à laquelle André a semblé répondre en disant oui, on ne sait pas. Mais il faut que l'Institut, justement, ait des programmes qui soient adressés à ceux, justement, qui sont dans la pratique. On peut le faire. C'est la même chose que font les autres instituts. On a parlé de Konrad Adenauer. Il forme, il décide, par exemple, aujourd'hui qu'on va former des élus. On peut décider aujourd'hui qu'on va former des femmes, leaders politiques de base, etc., etc. Il faut que cet institut n'attende pas seulement les demandes qui vont lui être soumises, mais que l'Institut puisse aussi créer des cadres de formation pour ceux qui sont déjà dans la pratique, parce qu'on en a aussi besoin. Et pour terminer sur la première question, Ali, quels sont les défis? Mais le premier défi, c'est la succession. Je veux dire, entre guillemets, le Premier ministre est décédé. Malheureusement, après lui, celui qui lui a accusé comme Premier ministre aussi est décédé. Donc, le principal défi, c'est comment combler ce vide créé par le décès d'Amadou Gon et par la suite, malheureusement, d'Ahmed Bakayoko. C'est le principal défi auquel le RHDP est confronté. Si on considère que le président Ouattara lui-même a dit qu'il y est allé finalement en 2020 par contrainte et par devoir, et qu'en 2025, il est obligé de se retirer, le principal défi, c'est qui va remplacer Amadou Gon, qui va avoir le profil à la fois de technocrate, donc homme de dossier, mais aussi à la fois de militant, homme de terrain, pour pouvoir faire face aux autres en 2025. Moi, je pense que c'est le principal défi. Aristide ? Oui, Guillaume l'a dit. Vous vous souvenez que, d'ailleurs, même quand Amadou Gon vivait, quand elle a été désignée candidat du RHDP, ça a créé des problèmes au sein du parti. Aujourd'hui encore, ce parti est assez jeune. Et je pense que le principal défi, c'est un défi de rassemblement, un défi unitaire. Et c'est un réel problème dans toutes les formations politiques, mais au sein du RHDP, je crois que ce problème, il est très présent, surtout parce que les égos sont aussi surdimensionnés et
même les militants se plaignent de ces cadres qui ne vont pas vers les militants. Donc, le président même a été obligé d'interpeller les ministres en conseil ministre pour leur demander d'être humbles, d'être gentils, d'aller vers les populations. Je crois que le principal défi du RHDP, c'est de se rassembler, de parler d'une seule voix. Et comme déjà, il y a une ouverture pour 2025, si on s'en tient à ce que les elders ont dit, donc on sent que s'ils ne s'unissent pas, dès maintenant, ça va être très difficile pour eux dans les prochaines batailles électorales. Félix ? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Guillaume dit parce que jusque-là, on n'a pas défini clairement l'identité de cet institut de formation. On ne sait pas si c'est le corps du parti ou si c'est une structure étatique qu'on met sur place. Dans tous les cas de figure, M. Touré Mamadou est un bon disciple, un bon élève d'Amadou Gon Coulibaly, un bon militant du RHDP qui a pris l'initiative de pérenniser les œuvres d'Amadou Gon Coulibaly, qui est lui-même un vrai fruit du RDA et du RHDP. Je crois qu'il faudrait faire attention pour ne pas penser que ce soit un institut qui est ouvert à tout le public, parce que je ne suis pas certain qu'on va enseigner certaines choses. Peut-être qu'on va enseigner là-bas le libéralisme, qui est quand même la ligne politique, l'idéologie politique de M. Amadou Gon Coulibaly, qui n'est pas le socialisme, par exemple, des militants, des partisans de M. Laurent Gbagbo ou de M. Afin Guessan. Alors, pour la petite histoire, je sais qu'il y a des cours sur tous les courants. Oui. Il y a des généralités quand même sur le socialisme. Il y aurait tous les courants. Si c'est une école du parti, je suis persuadé que, compte tenu d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre de positionnements politiques, il y a des personnes qui ne se sentiront pas intéressées. Mais il faut faire en sorte qu'elles se sentent intéressées. Ça a été dit que l'Institut est ouvert à tous. Mais, ce sont des fondamentaux de la politique. Mais je ne crois pas. Même si à partir du moment où l'Institut est ouvert à tous, que ce n'est pas l'école du parti, évidemment, tout le monde y a attendu. Oui, ça a été dit que l'Institut est ouvert à tous. Mais ne soyons pas naïfs. Cet institut va former des gens qui vont se préparer pour assurer la relève, en tout cas former des jeunes militants du RHDP. Sur quoi vous vous basez? Sur quoi vous vous basez pour le dire? Sur quoi nous nous basons? Je dis bien, l'institut s'appelle Institut Amadou Gon Coulibaly, créé par un véritable disciple d'Amadou Gon Coulibaly, qui est M. Touré Mamadou, qui est un véritable disciple, un monsieur qui a appris dans l'homme d'Amadou Gon Coulibaly. Il a lui-même dit que j'ai été, c'est-à-dire M. Amadou Gon Coulibaly allait me chercher pour venir, pour que je sois là. Et donc c'est pour pérenniser l'œuvre d'une personnalité politique bien marquée que M. Touré Mamadou. Donc quand vous allez demander à un militant aujourd'hui du FPI ou proche de Laurent Gbagbo d'aller dans cet institut, je ne suis pas sûr. Ou même des jeunes du PDCI-RDA, qui sont plus proches d'ailleurs du RDA en termes d'idéologie politique, je ne pense pas que, compte tenu des clivages actuels là, vous allez demander à ces jeunes-là d'y aller. Et d'ailleurs, André l'a dit tantôt, le PDCI également vient de lancer également son école de formation. Ne soyons pas surpris que demain, si le FPI est réconcilié, le FPI également mette en place une structure de formation pour former également sa jeunesse. Ce serait d'ailleurs de bonne guerre. Très bien. André ? Oui, moi je serais un opposant au RHDP. J'encouragerais en tout cas mes militants de façon stratégique à aller s'inscrire à cet institut, rien que par stratégie. Voilà, aller puiser là-bas pour venir... aller puiser et ne plus revenir. Hein. Oui, mais en tout cas, cela veut dire que ce n'était pas un militant c'était pas un militant solide qu'on aurait dans tous les cas. Tôt ou tard, il quitterait les rangs. Votre question sur les défis. Alors, voyez, moi, je ne pense pas que le RHDP ait un souci de rassemblement. De tous les partis politiques aujourd'hui, il est le plus rassemblé. Voilà, il est le plus rassemblé. Je pense que le vrai défi aujourd'hui au niveau du RHDP, c'est justement le passage à la nouvelle génération. Et quand vous voyez le cheminement, je vais dire, le style, la méthode du président Alassane Ouattara, il est en train de préparer 2025 avec ou sans lui. Voilà. Et il met en puissance des personnalités. Le Premier ministre Patrick Kachi, le directeur exécutif Adama Bictogo, les ministres d'État Kobena Kwasi Adjumani, Téné Birahima Ouattara, Kandia Kamara, le jeune ministre Mamadou Touré. Et donc, il est en train de préparer sa nouvelle génération avec ou sans lui. Parce que, généralement, les opposants au président Alassane Ouattara ne perçoivent pas très bien son fonctionnement. Or, il est un redoutable calculateur.
qui calcule sur le court, moyen et long terme. Alors, au niveau du PDCI, vous ne voyez donc pas non seulement du rassemblement, parce qu'il y a eu beaucoup de dissidents, de cadres militants, peut-être même certains s'apprêtent à partir encore, qui sont partis au RHDP. Malheureusement, la préparation de cette nouvelle génération ne transparaît pas. Idem pour le FPI. Tout de suite, quand le président Laurent Gbagbo est revenu, il a dit de façon très claire je suis intéressé par 2025. Voilà. Et les déboires de Pascal Affi-N'Guessan, on l'a déjà expliqué ici, et accessoirement, sans doute, de Simone Gbagbo, c'est par rapport à 2025. Donc, le RHDP a moins ce problème que les partis de l'opposition qui gagneraient vraiment à mieux se réorganiser. Sinon, 2025, ça va craindre pour eux.